Bienvenue sur Cardio Online, je suis Serge Cognator. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Bruno Vergès, chef de service de diabétologie à Dijon, à propos, vous vous en doutez, de ce qui a fait l'actualité de l'ESC, c'est-à-dire l'étude Emperor-Reduce. Emperor-Reduce, c'est un pas de plus vers l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2. Bruno, qu'est-ce qu'Emperor-Reduce rajoute à EMPA-REG, qui avait été publié il y a quelques années déjà? Alors, il y a des différences. Déjà, l'étude EMPA-REG Outcome était une étude prospective cardiovasculaire menée seulement dans une population de patients diabétiques de type 2 qui n'avaient pas été sélectionnés sur leur fonction cardiaque, alors que l'étude Emperor Reduced est une étude réalisée chez des patients en insuffisance cardiaque, diabétiques ou non. Donc, on a un profil de patients complètement différent dans les deux études. Alors, il faut rappeler que dans l'étude EMPA-REG Outcome, il avait été montré une diminution très significative et très précoce des hospitalisations pour insuffisance cardiaque sous empagliflozine chez les patients diabétiques de type 2. C'était là, donc le premier pas. C'était déjà un premier pas, et l'étude Emperor Reduced le confirme, bien sûr, chez les diabétiques, mais aussi chez les non-diabétiques. Et ça, c'est quand même une donnée majeure, et chez des gens qui avaient déjà au départ une fraction d'éjection significativement réduite. Alors, pour les béotiens que nous sommes, nous cardiologues, en termes de traitement du diabète, presque béotiens, comment ça fonctionne un inhibiteur de SGLT2? Alors, le mécanisme connu de l'inhibiteur SGLT2, c'est d'inhiber le transporteur du glucose au niveau du tubule rénal et d'entraîner ainsi une fuite conjointe de glucose et de sodium. C'est donc cette réduction de la baisse du glucose par voie urinaire qui entraîne une amélioration de la glycémie. Et il a été observé dans l'étude EMPA-REG Outcome dont je parlais, mais aussi dans l'étude Emperor Reduced, une réduction très franche des hospitalisations pour insuffisance cardiaque qui montre bien qu'il existe un bénéfice cardiovasculaire, et en particulier sur la fonction myocardique, qui ne passe pas par le glucose, qui est complètement indépendant. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ce n'est pas seulement l'effet diurétique du produit qui peut être en cause, parce que si cet effet est réel, il n'explique pas cette réduction si franche des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité liée à l'insuffisance cardiaque. Il y a donc d'autres mécanismes à aller chercher. Dans les hypothèses actuelles, on a l'hypothèse d'un changement de fuel, en sachant que lorsque l'on reçoit un traitement par inhibiteur SGLT2, on a une perte de glucose utilisée et une utilisation préférentielle des corps cétoniques, qui sont des substrats énergétiques beaucoup plus intéressants. Et puis aussi, une nouvelle hypothèse très intéressante, c'est que en cas de perte de glucose continue, ce qui est le cas avec un inhibiteur SGLT2, l'organisme se met dans un état de protection, d'hibernation, qui le protégerait en mettant en sourdine certaines voies inflammatoires. Et on a quelques travaux récents chez l'animal qui semblent donner beaucoup de valeur à cette hypothèse. Donc, on commence à avoir un début d'explication. On n'a pas tout compris, pour être honnête. Et je pense que c'est les études à venir qui vont nous apporter un éclairage. Oui, c'est effectivement intéressant. Alors, d'une manière plus pragmatique, pour le diabétologue que vous êtes, quelle est la place aujourd'hui, alors la place d'un inhibiteur de SGLT2 dans le traitement du diabète? Première intention, association avec la metformine, deuxième ou troisième intention? Alors, c'est un traitement qui est très intéressant puisque d'un point de vue diabétologique, il est très efficace et il fait perdre du poids, donc on a un double bénéfice. Il sera donné en général après initiation d'un traitement par metformine, qui reste un traitement de base extrêmement efficace pour le traitement du diabète. Il peut être donné très vite en association avec des sulfamides hypoglycémiants, voire avec de l'insuline. Et il y a une attention particulière chez le patient diabétique de type 2 qui a eu une insuffisance cardiaque.
ce traitement devient un traitement prioritaire, associé ou non à la metformine, et qui a tout à fait son intérêt. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre dans ce cas de figure? Alors, les précautions à prendre sont chez le patient diabétique de type 2, lorsque l'on initie un traitement par inhibiteur SGLT2, du fait de l'efficacité du produit, on risque d'avoir des hypoglycémies, en particulier chez des sujets qui reçoivent des traitements insulinosécréteurs, c'est-à-dire des sulfamides hypoglycémiants ou des glinides, ou de l'insuline. En revanche, en association avec la metformine, on n'a pas d'hypoglycémie. Mais il faut savoir que lorsqu'on prescrit chez quelqu'un qui reçoit de l'insuline ou des sulfamides, on a un risque d'hypoglycémie qu'il faut anticiper. De manière générale, quels sont les effets secondaires? Qu'est-ce qu'on peut craindre avec ces médicaments? Les effets secondaires sont très modestes. L'effet secondaire qui ressort en premier dans la liste, ce sont les mycoses urogénitales, qui sont des mycoses qui répondent très très bien au traitement antimycotique, qui souvent ne récidivent pas chez les patients qui en ont déjà fait une sous traitement. Donc, notre expérience de diabétologue nous montre que cet effet secondaire n'est pas du tout majeur et que ce n'est pas un frein à la prescription du traitement. Autrement dit, on attend vraiment vivement de pouvoir utiliser le plus largement possible ces molécules. Où est-ce qu'on en est actuellement en France en termes d'autorisation? Alors, en France, il y a une AMM pour l'utilisation dans le diabète. Il est clair qu'avec l'arrivée des études l'année dernière et cette année avec 2 inhibiteurs SGLT2 qui montrent que dans l'insuffisance cardiaque, chez le sujet non diabétique, on a aussi un bénéfice majeur, équivalent à celui observé chez le patient diabétique. Il est clair que tôt ou tard arrivera une AMM pour l'insuffisance cardiaque et ce traitement a un avenir, à mon avis, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chez le non diabétique comme chez le diabétique. Il y a un exemple donc de transversalité entre les diabétologues et les cardiologues. On en avait déjà, mais je crois que ça va se pérenniser avec ça. Eh bien, merci Bruno pour ces commentaires. Merci Serge. À bientôt. À bientôt.